Bonjour, alors aujourd'hui on est avec Carole qu'on va interroger dans le cadre de la consultation populaire lancée par la France Insoumise pour travailler sur le programme L'Avenir en commun. Et si on a choisi d'interroger Carole en premier avec les Insoumis de l'Indre, c'est parce qu'on la connaît bien, puisque Carole tu nous as rejoint, tu as rejoint les Insoumis, mais avant ça tu n'étais pas une insoumise, tu étais une gilet jaune très engagée dans le mouvement des Gilets jaunes. Et puis en 2017, tu n'avais pas forcément choisi de participer avec nous, ni participer à la construction de l'avenir en commun. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de te proposer à toi en premier de participer à ce travail donc de consultation populaire autour du programme L'avenir en commun. Alors Carole, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle est ta situation professionnelle, etc., etc. Enfin voilà, te présenter un petit peu. D'accord. Alors, j'occupe un emploi à plein temps en semaine dans un centre de formation, très particulier puisqu'on forme les pompiers d'aéroport. Il n'y a que 2 centres en France. Et j'ai un petit boulot d'appoint le samedi matin en travaillant avec un maraîcher local sur le marché de Châteauroux. Dont tu viens de sortir et tu Voilà. nous as rejoint, ce qui est sympa de ta part parce qu'après la journée de travail en plus du reste de la semaine de travail, c'est sympa de venir. Ça fait une bonne semaine, ouais. C'est clair. Plus après, avec les insoumis, venir faire des auditions programmatiques. Non, mais comme ça, j'en profite pour glisser que ça casse un peu le mythe du gilet jaune feignant, cassos, C'est etc. clair, c'est clair. Voilà. Alors du coup, la question qui vient après, quand est-ce que tu as commencé à te mobiliser avec les Gilets jaunes et pourquoi tu as fait ce choix de t'engager dans le mouvement des Gilets jaunes à Châteauroux? En Puis fait, t'es monté souvent à Paris, je crois, aussi ouais. pour les manifs. En fait, je crois que j'étais gilet jaune bien avant que le Que mouvement ça existe. commence parce que ça faisait déjà des années que j'allumais plus la télé, que les infos m'agaçaient, les politiques m'agaçaient, la situation sociale m'agaçait. Et j'avais dit une fois à mon mari, dès qu'il y a un gros truc qui se prépare, tu me vois plus pendant un moment parce que je serai dans la rue. Et je m'attendais pas à ce que ça se matérialise comme ça. Et c'est vrai que quand cet appel des Gilets jaunes a été lancé et que j'ai vu qu'il y avait pas mal de Gilets jaunes qui apparaissaient sur les Les réseaux sociaux. pas les réseaux sociaux, sur les voitures que je croisais Ok. en allant au boulot, je me suis dit, mais quand même, il y a du monde que ça interpelle. Et donc j'ai répondu à l'appel du 17 novembre. J'ai été effarée de voir le monde qui était sorti, parce que je m'attendais quand même à une mobilisation, mais pas aussi importante. Une nouvelle fois à l'époque, j'ai été déçue parce qu'évidemment, moi j'ai pu constater qu'il y avait une mobilisation qui était énorme, mais qui a été complètement étouffée et détournée Les médias. par les médias. Ouais, c'est clair. Heureusement que les réseaux sociaux ont fait leur boulot. Mais voilà, à partir du 17 novembre, j'ai quasiment pas arrêté. Toutes les semaines, j'étais mobilisée. J'ai même organisé euh, quelques manifs sur Châteauroux, et je suis effectivement montée de nombreuses fois à Paris et constaté que l'ambiance des manifs parisiennes était C'était absolument chaud. pas Ouais. la même que celle des manifs Castelroussine. Voilà, tant dans la motivation des manifestants, mais tant aussi dans la motivation des forces de l'ordre à réprimer le moindre mouvement. Voilà. Et du coup, comment tu l'as vécu ça, cette manière dont le pouvoir a réagi à un mouvement, donc par pouvoir j'entends au sens large, tu as parlé des médias et de la police, comment tu as vécu la manière dont c'était traité et par le pouvoir section police et le pouvoir section médiatique? Comment tu... Et ben moi j'y ai vu encore une vulgaire manipulation qui avait fait que quelques années en avant, j'avais éteint ma télé parce que j'avais plus confiance Ouais. en ce que je voyais. Et j'ai pu le constater de visu. La... C'est pas la manif du 1er décembre, c'est celle juste avant. La dernière manif du mois de novembre, moi j'y étais, ça avait déjà été assez violent. Ouais. Pas aussi violent que celle du 1er décembre, mais violent à la télé. Parce que moi, je me souviens être arrivée sur une portion des Champs-Élysées où les gens étaient calmes, il y avait énormément de retraités, j'ai discuté avec des gens qui auraient pu être mes parents,
Et en milieu de matinée, j'ai reçu un coup de fil de ma maman, complètement affolée, parce qu'elle voyait des images de guerre civile qui se passaient juste sur une toute petite portion à l'avant des Champs-Élysées. Et les médias ne focalisaient que sur c'est peut-être 2 ou 3% de manifestants qui pouvaient être à la fois hargneux, mais qui pouvaient être aussi attisés par les forces de l'ordre, alors que sur je sais pas, 80% de la longueur des Champs-Élysées, il y avait pas de problème. C'était extrêmement calme et voilà. Donc clair qu'ils ont une tendance à focaliser sur ce qui fait des images. Donc c'était pour moi encore une manipulation supplémentaire, et c'est ce qui m'a aussi motivée pour continuer, parce que je me dis c'est pas possible. Moi c'est pas ce qui est représenté. Je ne suis pas ce qui est représenté à la télé, le gilet jaune sanguinaire qui va aller casser des statues ou quoi que ce soit, quoi. Non. Ça, c'est clair que ça... Ah oui, non, c'était choquant. Puis nous, c'est vrai qu'on a fait les manifs à Châteauroux, tu le disais, elles étaient beaucoup plus tranquilles, sereines, et il n'y avait pas la possibilité même de montrer des images, vu qu'il n'y avait pas d'images. Non, et puis l'état d'esprit des forces de l'ordre Castelroussine est pas du tout la même. Ils sont vraiment là pour encadrer la manifestation, assurer la sécurité des manifestants et des gens qui peuvent arriver sur le parcours en voiture. Enfin voilà, c'est une fonction d'accompagnement et au service du citoyen tel que moi je le conçois de la part des forces de l'ordre. Voilà. C'est ça, pas et après, s'il y a eu quelques petits débordements, ça peut arriver, mais n'importe où, quoi. Ça a été recadré, on va dire, tranquillement. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était quoi les sujets de discussion entre les Gilets jaunes de l'Indre sur les ronds-points à Châteauroux, dans les manifs? Est-ce qu'il y avait des sujets qui étaient plus évoqués que d'autres? Est-ce qu'il y avait des sujets de conversation qui ressortaient davantage sur les questions politiques qui pourraient nous intéresser pour... Alors, il y en avait énormément. Il y avait le côté, effectivement, où le gilet jaune doit absolument être apolitique pour ne pas être manipulé ou manipulable. Ouais. Pour ne pas avoir à rentrer dans ce système corrompu par les copinages, par les richesses qui viennent corrompre les politiques. Voilà, donc le gilet jaune se devait d'être apolitique. Ceci dit, on était parfaitement conscient que parmi nous, il y avait effectivement des gens qui étaient totalement apolitiques. Mais il y a aussi, les gilets jaunes ont attiré des sensibilités de droite, ont attiré des sensibilités de gauche. En fait, des gens qui n'avaient plus confiance, qui ne croyaient plus en ce pourquoi ils avaient peut-être voté un jour, ou parce qu'ils n'avaient jamais voté. Voilà, c'était vraiment très hétéroclite, et c'était un des sujets principaux de conversation. Après, il y avait bien évidemment la justice sociale, puisque ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, ça a quand même été cette fameuse taxe sur les carburants. De fil en aiguille, on est venu à parler du pouvoir d'achat, des taxes qui étaient de plus en plus importantes. On avait l'impression de jamais pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Et de fil en aiguille également, au centre alors peut-être pas dans les premières semaines, mais assez rapidement quand même, s'est imposée la nécessité du RIC, parce qu'on avait vraiment le sentiment de pas être entendu. On savait qu'on était nombreux, on avait conscience que... on le savait, puisque de toute façon, malgré tout, ils ne pouvaient pas le cacher. Il y avait des sondages qui disaient quand même que même s'il n'y avait pas tout le monde dehors, il y avait 80%, je crois, à l'époque, de soutien des Gilets jaunes. Donc, et on voyait que là-haut, mais ils n'en avaient rien à faire. Donc on s'est dit, la seule possibilité de pouvoir être entendu, c'est de pouvoir s'exprimer au biais du référendum d'initiative citoyen. Voilà. Donc c'était vraiment les trois gros sujets, le côté apolitique, le côté justice sociale, fiscale, et le côté référendum démocratie. Démocratie. Et c'est marrant parce que la manière dont là pour le coup ça fait partie des choses que disaient les Insoumis avec la candidature de Mélenchon en 2017. On liait la question démocratique et la question sociale en disant justement si les gens ont plus de pouvoir, si les citoyens ont plus de pouvoir,
les gouvernants seront obligés d'aller dans un sens d'augmentation des droits sociaux parce que sinon les gens leur diront stop, arrêtez-vous, C'est etc. ça. Et je trouve que, enfin moi aussi du coup dans la période, j'ai trouvé que la cohérence qui menait des revendications sociales aux revendications démocratiques, en fait pour les faire appliquer soi-même, quoi, parce C'est que ça. s'ils le font pas, Ils on peuvent est pas le capable de faire. le faire nous-mêmes, Ils quoi. veulent pas le faire. C'est ça. Et j'ai trouvé que ça avait bien montré le lien entre les deux, alors même que plein de gens nous disaient oui, la démocratie ça intéresse pas les gens, c'est pas vrai, ce qui les intéresse c'est ce qu'ils ont dans l'assiette à la fin du mois, etc. Et nous on insistait en disant mais si, il y a un lien entre les deux, vous vous en rendez pas compte, c'est aussi une protection pour les gens de pouvoir Je avoir pense ce qu'il pouvoir. y a un désintérêt qui s'est créé, mais c'est plus par manque de confiance. Parce Ouais. que moi, c'était parfaitement mon cas. Hein. J'étais complètement désintéressée de tout ce qui était politique parce que j'y croyais pas. Et c'est effectivement les différentes rencontres que j'ai pu faire au sein des manifs qui ont fait que je m'y suis intéressée un peu plus. Avant les Gilets jaunes, le RIC, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'en ai entendu parler la première fois, j'ai cherché, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, c'est génial, allez, c'est parti. Voilà. Je trouve ça satisfaisant intellectuellement de s'être dit ça en 2016-2017 quand on a construit donc ce 2017, ouais. programme et qu'il y ait un mouvement qu'on ait fait en quelque sorte la démonstration sur le terrain. Alors tu as parlé du pouvoir d'achat, moi j'avais listé quelques propositions qui sont contenues dans le programme L'Avenir en commun. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, si ça te semble en lien avec des revendications qu'ont pu avoir les Gilets jaunes. Donc, sur les questions de pouvoir d'achat, on proposait l'augmentation du SMIC à 1400 € net, ça c'est dans la nouvelle version mise à jour de l'Avenir en commun. La gratuité des quantités d'eau, de gaz et d'électricité indispensables à la vie. Revaloriser les pensions de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète. Et revaloriser les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté. Donc ça fait partie disons, les grosses mesures qu'on prévoyait sur le plan social, évidemment financé, enfin on avait fait un financement du programme, et notamment par le partage de la richesse, quoi, en faisant payer davantage ceux qui ont beaucoup et en donnant davantage aux autres. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que ça te semble bien? Est-ce que ça faisait partie des revendications des Gilets jaunes? Je pense notamment augmentation des salaires et revalorisation minima sociaux et retraite. Est-ce que c'était des sujets qui étaient évoqués avec les GJ ou pas? On avait fait effectivement dans l'urgence au tout début du mouvement une liste de nos revendications qui avait été transmise à l'époque à la ministre Jacqueline Gouraud qui était venue en visite à Châteauroux. De l'Indre? L'Indre, il y avait une... Ok, ouais. je savais même pas qu'il y ça avait ça s'était fait très très vite. On avait vraiment été du jour au lendemain quasiment. Donc tout le monde n'avait pas été au courant. Donc on avait essayé de compulser un petit peu tout ce qu'on avait trouvé et ça en faisait effectivement partie. La revalorisation du SMIC, je crois qu'on avait été même un peu plus gourmand en montant à 1500 €. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien ça, tu vois, parce que ça va faire partie des... Et par contre, pour le pouvoir d'achat, une des revendications qu'on avait notées, c'était notamment de diminuer considérablement la TVA sur les produits de première nécessité. Ok, je le note. Après, ça peut se classer dans différents domaines, mais c'est vrai que déjà une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ça nous paraissait important, surtout pour les familles qui ont très peu de moyens. Et il y avait notamment un accent qui était aussi mis concernant les personnes en situation de handicap. Ok. Parce que ces personnes-là, une fois qu'elles ont mis bout à bout, elles n'ont plus grand-chose pour vivre décemment. Je crois qu'on l'avait mis dans le programme, je l'ai plus en tête exactement, mais il me semble qu'il y avait dans les mesures un point sur augmenter justement l'aide aux personnes en situation de handicap. Je ne l'ai plus en tête là, je le rechercherai, mais ça fait... D'ailleurs, au sein des Gilets jaunes, on avait énormément de gens en situation de handicap. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense à plusieurs personnes qu'on a rencontrées en manif. Et c'est vrai que c'était un sujet. Et d'ailleurs, nous, ensuite, quand on a fait parce qu'ensuite, on a donc milité ensemble, tous les deux, avec notamment Châteauroux Citoyen. Ça avait fait partie des questions qui étaient au cœur de notre programme aussi. Et ça, c'était directement issu des participations des Gilets jaunes qui s'étaient inscrits dans la campagne. Je pense notamment à Julie, par exemple, qui nous en avait... qui avait mis l'accent sur ce sujet-là, et c'est vrai que ça avait fait partie des sujets qu'on avait largement évoqués. Alors mon truc marche pas pour noter, mais du coup je pourrais réécouter la vidéo.
pour renoter les choses. J'ai pas de papier malheureusement. Du coup, sur la justice fiscale, alors donc là, j'avais noté effectivement des choses sur la TVA aussi. Sur la justice fiscale dont tu as parlé tout à l'heure, il y a comme proposition donc rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, que donc Macron a supprimé pour la partie des actions. Rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec 14 tranches et rendre la CSG progressive, ça c'est une mesure qui est peu connue dans notre programme, mais en réalité ce qu'on dit c'est que en gros toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros à l'heure actuelle en étant salariés gagneraient plus parce que en réalité c'est la CSG qu'on rend davantage progressive parce qu'actuellement tout le monde paye, c'est un taux fixe un peu comme la TVA, et en la rendant progressive en fait ça permettrait de faire payer moins ceux qui ont moins, même s'ils paieraient des impôts du coup, puisqu'on veut créer une tranche d'impôt à partir de 0 euros pour que tout le monde paye des impôts. Mais du coup, on augmenterait beaucoup la CSG sur les très hauts revenus, ainsi que l'impôt sur le revenu dans les très hauts revenus. Donc ça, c'est une des mesures donc, de justice fiscale de justice fiscale qu'on propose. Instaurer une tranche d'impôt sur le revenu à 100% au-dessus de 36 000 euros par mois. Je crois que c'était 90%, mais je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai mis. Mais en tout cas, une très haute tranche d'impôt sur le revenu au-dessus des très hauts revenus, 36 000 euros par mois, tu commences quand même à avoir de l'argent. Refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt entre PME et grands groupes, instaurer un barème progressif et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Et enfin, donc là, c'est ce que tu as directement évoqué tout à l'heure, réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe qui serait plus forte sur les produits type les sacs Hermès à 8 000 euros et les choses comme ça qui concernent qu'un petit nombre de personnes, mais... voilà, donc qu'est-ce que tu penses toi de ces différentes mesures? Est-ce que c'était aussi dans les sujets de conversation des Gilets jaunes? Alors l'ISF, oui, elle était très présente dans les conversations, d'autant plus qu'elle avait été supprimée il n'y a pas très longtemps avant. Un des points aussi qui était demandé, c'était le CICE, parce que la suppression la suppression la suppression du CICE, et c'est encore même si ça a changé de nom aujourd'hui, c'est encore d'actualité parce que c'est versé mais sans condition, voilà. Enfin, bref, il n'y a pas de résultat derrière, c'est d'ailleurs fréquemment dénoncé. De mémoire également, un point qui me tenait à cœur et qui avait été mis d'ailleurs dans les revendications qu'on avait transmises, c'était la taxation des transactions financières. Ok, d'accord. Parce que moi, à l'époque, pareil, en cherchant, j'avais découvert que les produits de première nécessité, on est taxé à 5% dessus, alors que les transactions financières, on est à 0, on est à moins de 1%. Et j'avais été outrée, en fait, que ce genre de transaction soit pas au moins autant taxé que des produits de première nécessité. Moi, j'exagère, hein, je pense que dans la réalité, ça peut pas être fait. Mais ne serait-ce que d'augmenter d'un point, ne serait-ce que d'un point, je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes. Quand on voit les volumes... contribuer les revenus du capital, quoi. Quand on voit les volumes aberrants de pognon qui circule, même du pognon virtuel, hein, si on récupérait de la taxe là-dessus, on pourrait résoudre pas mal de problèmes. Oui, c'est clair, c'est qu'en réalité cet argent-là circule sur des marchés financiers mais qui sont numérisés, où c'est de l'argent qui est jamais qui a rarement une correspondance matérielle. C'est rarement, les gens s'échangent des actions d'entreprise comme ils échangent du blé, du pétrole, n'importe quoi, et il y a en plus sur ces produits-là des produits dérivés, c'est-à-dire que tu peux échanger des actions d'équivalent actions sur des actions, et il y a un peu l'impression qu'il y a un monde qui est une bulle, que nous on qualifie de bulle financière, mais qui ne sert à rien pour les gens comme nous, quoi, qui ne fait jamais... moi je partage évidemment ce que tu dis, ok, et sur l'impôt progressif, est-ce qu'il y avait des discussions sur rendre l'impôt plus progressif, ou la CSG, ces choses-là? Oui, c'était abordé, mais je pense que c'est un concept qui est peut-être qui était trop flou, quoi. On savait qu'il y avait quelque chose à faire sur les impôts, mais de là à dire il faut 14 tranches, non, on rentrait pas encore autant dans le détail. Ouais. Et j'ai une question du coup sur l'impôt, parce que ça fait partie des sujets qui
que je trouve sont intéressants parce qu'ils sont justement un espèce d'endroit de balance entre ce que nous disent les libéraux. Ils nous disent oui, on paye trop d'impôts, etc., qu'on retrouve dans un certain nombre de revendications des Gilets jaunes. Quand tu dis il y avait trop de taxes, etc., il y a aussi la question de l'impôt, des taxes qui sont plus comprises sur ce à quoi elles servent, où on a l'impression qu'on nous prend de l'argent mais on ne sait pas à quoi ça sert, qu'on en prend plus à nous qu'aux autres, c'est ce que tu disais, enfin aux autres qu'aux riches, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et comment est-ce qu'il y avait des discussions à ce niveau-là sur à quoi sert l'impôt? Est-ce que c'est utile de financer davantage de services publics, y compris s'il faut payer un peu plus d'impôts pour financer du service public? Est-ce qu'il faut payer moins d'impôts et chacun se débrouille? Est-ce qu'on en paye plus et on fait tous ensemble? Est-ce qu'il y avait des discussions de ce type-là qui vont peut-être un Alors, peu plus loin que... de mémoire, concernant l'impôt, la majorité est pour le paiement de l'impôt parce qu'on sait que sans paiement de l'impôt, il n'y a pas de, il y a pas de solidarité, il n'y a pas de service public. Non, ce qui nous outrait en général, c'est de se dire, voilà, on paye des impôts, mais on ne le récupère pas. Ok, Ça part dans le CICE. Alors que de l'autre côté, les services publics se délabrent, on a de moins en moins de services publics, on a de moins en moins d'aides, alors que du pognon il y en a, mais on ne nous le redistribue pas. Donc le ruissellement se fait, mais pas pas dans dans le, le bon sens. pas dans le bon sens, quoi. C'est une fontaine, quoi, Donc ça monte. voilà. Et dans les gilets jaunes, il n'y avait pas que des gens, que des précaires qui ne payaient pas d'impôts. Il y a beaucoup de gens qui payent de l'impôt. Il y avait même des chefs d'entreprise, il y avait des cadres, on a rencontré donc c'est des gens qui payent des impôts et qui sont pour payer des impôts, mais pour que leur impôt soit bien C'est utilisé, ça. bien réparti. Et ce qu'on demandait également par rapport à ça, c'est aussi de la transparence. Parce qu'en fait, on sait pas où passe L'argent. on sait pas où passe le pognon, quoi. Rendez l'argent, En effet, rendez c'est ça. l'argent, c'est souvent des panneaux qu'on voyait en manif, même si c'est un terme assez bateau, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ok, pour le coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'impôt est compris comme l'outil qu'il devrait être, c'est-à-dire un outil de solidarité. Tu as employé ce mot-là, donc je le reprends euh, pour moi, mais qu'on ne comprend plus en quoi c'en est de la solidarité. Donc c'est peut-être ça, moi je pense, tu vois, donc comment on va présenter le programme dans la suite, bah, ça peut être ça aussi, ça peut être dans la manière dont on présente les choses, on peut dire ils ont fait de l'impôt un truc qu'on comprend plus et qui perd son Oui, puis sens, mais qui est pas justifié. On manque de justification, on ne sait pas ou par où l'argent. part Ça, c'est un l'argent. bon, je veux dire, c'est un bon thème pour la manière dont on va présenter ensuite le programme. Par exemple, là, ces quelques mois, il n'y avait pas d'argent magique. Oui, Et non, puis c'est clair, c'est aujourd'hui, clair, c'est ça clair. cloue la Non, foison. c'est clair. Bon, on sait très bien que demain, on va prendre le retour de bâton avec déficit sur déficit, mais voilà, enfin, Non, c'est clair. Puis, enfin, pour la situation présente, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, effectivement, on nous a dit il n'y a pas d'argent magique, etc. Y compris dans leur logique, je trouve que s'ils sont prêts à mettre autant d'argent dans... en fait, ça donne un peu l'impression qu'ils jettent de l'argent sur les entreprises et puis ils disent faites ce que vous pouvez, on verra bien. Mais qu'ils soient pas prêts à le mettre dans l'hôpital où il y c'est en ça, aurait besoin, tu vois. Enfin, genre, c'est ça ça. fait... Moi, j'arrive... Même du point de vue de leur logique à eux, si ça veut dire ensuite devoir interrompre l'économie parce qu'il y a la maladie qui se propage et qu'on n'est pas capable de la soigner, moi je n'arrive même pas à comprendre dans leur logique à eux comment ça fonctionne. Mm. Pourquoi s'ils sont prêts à verser autant de fric, pourquoi ils le mettent pas dans l'hôpital où c'est là que ça serait le plus utile? Mais ça c'est mon avis perso. Je pense qu'on se Non, je rejoint, pense qu'on est c'est d'accord bon. quand on en a discuté, quand on a pu en discuter, c'était. Alors, il y a ensuite, donc j'avais aussi pensé qu'on aborderait les questions sur la démocratie. Donc, tu as parlé du référendum d'initiative citoyenne. Donc, nous, on le proposait pour proposer une loi pour révoquer, enfin, pour abroger une loi, pour révoquer un élu. Donc, ça, c'était les trois RIC qu'on proposait. Et puis, il y a aussi une proposition qui est plus large, qui est convoquer une assemblée constituante avec soit un mélange, soit l'un ou l'autre élection tirage au sort, pour qu'on refasse une nouvelle constitution dont l'idée est qu'elle soit évidemment plus démocratique. Et donc nous, dans nos idées, il y a l'idée de une assemblée qui soit à la proportionnelle, qui soit élue pour mieux représenter le peuple français et le vote du peuple, pour pas que ça soit juste
la majorité présidentielle qui a gagné, et puis après, ils font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ces mesures-là? Rick, bah, je comprends que tu es d'accord, mais aller plus loin avec carrément la Sixième République, Alors, est-ce que ça te... la Sixième République a été évoquée par différents gilets jaunes, oui. Ouais. Moi, j'en suis une fervente adepte. Ça fait très gourou, adepte. Ouais. Hein, Bah ouais. ouais, mais c'est en même temps adepte Ouais. d'un projet constitutionnel. Oui, parce donc, que tel qu'est écrit la Constitution aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est dans la panade. Bon, enfin bref. Et le RIC, nous, on partait vraiment très loin. Enfin, moi, j'étais carrément sur ce qu'on appelle le RIC Carl en toute matière. Ok. Voilà. Donc, sur tous les sujets, que ce soit économique, social, politique, urbanisation, enfin tout, la population doit être consultée, investie. Ok. Et alors, le Carl, je me souviens plus du C, mais c'était abrogatoire, révocatoire, j'imagine. législatif. Le C, je me souviens plus, mais voilà. Constitutionnel, peut-être? Constituant, voilà. Donc, c'était vraiment faire en sorte que la population intervienne, construise, donne son avis, bâtisse sur tous les domaines. Alors, avec bien sûr la conscience que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être un travail de longue haleine, il faut que les gens reprennent confiance en la politique, réapprennent aussi à s'impliquer. Mais pour moi, ouais, c'était une solution. Au moins qu'on puisse avoir le pouvoir de le faire. Avoir le pouvoir de le faire. Alors après, on s'est pris dans les dents, oui, mais on va prendre... on va voter tout le temps, ça va prendre du temps, et puis la peine de mort va revenir. Non, parce que il y a un processus qui doit se mettre en place avec tout ça, c'est-à-dire des périodes de débat, mais des vrais débats, quoi, pas des trucs pipés comme on a aujourd'hui sur les médias. Avec des temps de parole qui soient respectés, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui effectivement peut se mettre en place du jour au lendemain, et c'est un gros travail. Ouais, et puis c'est clair que là, pour le coup, ça intervient à mon sens dans le cadre d'un processus constituant, c'est-à-dire toute la période où tu débats de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans la Constitution, est-ce que jusqu'où on va, etc. C'est à ce moment-là, y compris qu'on peut débattre de si on disait bah, on va mettre le RIC Carl donc, dans la Constitution, bah, comment on le met en œuvre, quels sont les moyens qu'on donne, y compris pour ça, et qu'est-ce qu'on inscrit dans la Constitution pour justifier que c'est un droit qu'on peut utiliser et qui est financé par exemple, parce que ça a un coût, donc les gens ils nous disent toujours que la démocratie ça coûte cher, enfin les gens. Certaines personnes disent que la démocratie ça coûte trop cher et à ce compte-là, n'organisons même plus d'élections, comme ça on est tranquille, ça fera des économies. Non, c'est faux parce qu'aujourd'hui on a des moyens. Ça coûte cher parce qu'on fait tout sur papier et on mobilise énormément de gens lors des élections dans chaque commune. Mais on a des moyens techniques qui permettent de dématérialiser les votes. Ça s'est fait pour le RIP ADP. Ça peut se faire pour n'importe quoi. Toi, tu serais favorable à la mise en place du vote en ligne, le vote en ligne? Ouais. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ça s'est fait pour ADP, pourquoi ça ne se ferait pas pour plein d'autres sujets? Non, mais ça fait partie des... Et ça coûte bien moins que de mobiliser tant de personnes sur un week-end avec des tonnes et des tonnes de papier, quoi. Ouais, alors après... le désavantage qu'il peut y avoir, enfin qui est évoqué, c'est comment on fait pour vérifier la validité de l'élection. C'est mis en veille? Eh ben pour le RIP... Non, c'est bon. Pardon. Pour le RIP ADP, il y avait quand même des contrôles qui étaient importants parce qu'il fallait rentrer. Si tu te plantais sur l'orthographe de ton nom, tu passais pas à l'étape suivante. Il fallait que tu rentres ton numéro de carte d'identité ou de passeport. Ça vérifiait que tu étais bien inscrit sur les listes électorales. Si tu n'étais pas inscrit sur les listes électorales, tu étais refoulé du vote. Donc il y a quand même des moyens de sécurité. Alors après, il faut faire aussi attention aux personnes âgées qui peuvent pas passer par ce moyen-là. Mais tout ça doit faire partie des discussions qui vont être menées à l'avenir sur ce sujet, quoi. Comment on fait pour faire voter les personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet, mais comment on fait aussi pour utiliser Internet pour que ça coûte moins cher de voter Puis peut-être que par exemple, les jeunes sont des catégories qui s'abstiennent davantage. Peut-être que si on pouvait voter avec... voter en gros de chez soi sur Internet et qu'ils savent bien utiliser Internet la plupart du temps, peut-être
qui voteraient davantage. Ça fait partie des sujets de réflexion Oui. sur... Après, tout ça, Et ça se réfléchit, évidemment. bien sûr. Tout est idéalisé, mais ça se Alors, débat, ça se réfléchit. Oui. moi, j'ai une petite question sur l'Assemblée constituante. Si on convoquait une Assemblée constituante pour faire donc cette 6e République, comment tu verrais qu'on la convoque? Est-ce qu'on la convoque avec une part de vote pour que, en gros, les gens puissent s'engager sur des programmes? C'est-à-dire, par exemple, moi, je me présente et je dis, bah, à l'intérieur de l'Assemblée constituante, je vais défendre le référendum d'initiative citoyenne, je vais défendre, je sais pas moi, des droits sociaux nouveaux inscrits dans la Constitution, etc. Ou est-ce que on fait un tirage au sort pour se dire, bah, on va représenter des ouvriers, des chômeurs, des retraités, la diversité sociale du peuple français? Ou est-ce qu'on fait un mélange des deux? Mm. Ou est-ce qu'on fait 2 assemblées? Comment Je pense qu'il tu faut un verrais ça? mélange. Je pense qu'il faut un mélange des deux. Enfin, après, il n'y a pas de solution idéale. Je pense qu'il faut essayer, Ouais, en tirer des leçons et puis adapter au fur et à mesure. Parce que peut-être que le mélange des deux, ça ne marchera pas et puis il vaudra mieux faire séparé, voir ce que ça donne. séparé ou est-ce qu'il faut le faire à l'échelle nationale? Est-ce qu'il faut le faire à l'échelle locale et puis Ok, après faire intéressant. remonter? Il y a plein C'est un il peu y a ce qui plein de s'était pistes passé. en fait. C'est vrai, et c'est marrant parce que l'échelle locale, moi j'avais jamais pensé au fait de faire d'abord peut-être des assemblées, enfin j'avais pensé au fait qu'on fasse des assemblées citoyennes, des choses comme ça, locales, qui fassent remonter leurs propos à l'Assemblée enfin, constituante nationale. Mais ça s'est fait quasi spontanément chez les Pendant les Gilets Gilets jaunes. jaunes, ouais, c'est Les ce que Gilets j'allais jaunes dire. faisaient leurs petites assemblées locales. Après, il y a les premières assemblées des assemblées qui se sont Ouais, créées. Il y en a eu 3 ou 4, je crois. ouais, Ça continue encore. Mais le problème aujourd'hui, c'est il y a plein de groupes qui se sont créés qui portent le RIC, mais qui se rejoignent pas. Il y a des groupes d'assemblées. Il y a du travail qui est en train de se faire. Il y a du travail de fond qui est en train de se faire chez les Gilets jaunes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vraie coordination entre les uns et de les ces autres. mouvements-là. Et Ouais. c'est pour ça, alors c'est bizarre, mais c'est pour ça que moi j'ai convergé vers la France Insoumise. Ok, Parce que je me suis dit, on est tous chez les Gilets jaunes en train de travailler, chacun dans notre coin. Mais finalement, le système politique qu'on décrit tant, on a aujourd'hui une formation politique qui nous propose de mettre les outils politiques à notre service en proposant la 5e République et éventuellement le RIC. 6e. 6e, pardon. Fatiguée par le marché. Ouais. La 6e République et le RIC, enfin de débattre sur tout ça. Et ça permettrait justement à tous ces petits groupes qui se sont créés partout de se fédérer et puis de remonter sur... Moi, c'est mon espoir, hein, c'est que ceux qui se sont mobilisés sur ces questions-là, on arrive à les convaincre que, en venant avec nous, surtout dans la prochaine présidentielle, parce qu'on va pas se mentir, on va pas changer le monde au départemental et au régional, on peut changer des choses, mais bon, c'est pas des... Puis ça va pas passionner les gens, je pense, surtout vu le traitement médiatique qu'en est fait. J'allais y venir, tout est un problème de confiance en fait. Bah ouais. Moi j'ai eu la chance dans les manifs de tomber sur des insoumis extra quoi, dont tu fais partie. C'est gentil. Au début, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais très méfiante. Je te Oui, posais si, des je me souviens, questions bien sûr. sur Mélenchon parce que voilà, je Mélenchon, te cache sur, pas, je le l'Europe supportais aussi, on pas avait sur beaucoup l'Europe. parlé Voilà. d'Europe. J'ai discuté avec toi, j'ai discuté avec d'autres et petit à petit la confiance s'est instaurée, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas confiance. qui n'ont pas confiance et c'est sur ça qu'il faut réussir à travailler. C'est sans doute ce qui fait. Et vu le battage médiatique et sur les réseaux sociaux qui est fait à l'encontre de la France Insoumise, comme pour les Gilets jaunes, Oui, c'est clair. je me dis qu'on a finalement un point travail. commun, quoi. Oui, du travail et un point commun. Voilà. Mais moi, c'est ce que je me dis. Enfin, c'est un peu l'espoir quelque part que j'ai, c'est celui-ci que les gens qui n'ont pas forcément regardé ce qu'on a fait en 2017, que ça les intéressait pas forcément, où ils se disaient, je sais pas quoi, Mélenchon, de toute façon, on n'a pas confiance en lui, etc. Ce qui est un comportement qui est en fait, qui a du sens, mais Mélenchon, pas plus qu'un autre, pas plus que Macron, pas plus que Hollande, pas plus que etc. etc. Moi, mon espoir, c'est que dans les discussions que les gens ont pu avoir sur les ronds-points, dans les manifs, comme tu évoques là, bah, que des insoumis aient pu proposer ce qu'on avait proposé et que des gens
comme toi et comme d'autres, en fait, il y a d'autres gens qu'on a rencontrés dans les manifs aussi qui sont venus avec nous. Je pense à Jean-Luc, à Cédric, à plein de gilets jaunes qui sont maintenant, qui nous ont Oui, il y a quelques rejoints. gilets jaunes qui nous ont rejoints, mais il y en a encore trop qui sont ont méfiants. pas, Ouais. Ah bah ça c'est Il y sûr. il y a un vrai travail à faire, mais pour qu'ils baissent leur garde, je pense qu'il faut qu'ils soient aussi plus curieux. Moi, c'est ce qui m'a amené à changer d'avis, parce que 17 novembre 2018, moi, c'est apolitique, moi. Ah non, apolitique. Et puis quelques mois après, effectivement, j'ai commencé à glisser. Mais déjà en 2017, quand il y a eu les élections présidentielles, je reconnais, j'ai pas voté, j'avais confiance en personne. Mais c'est vrai que le programme qui était présenté, où je me disais, Mélenchon, il propose une 6e République, pas mal. Mais bon, non, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, je vais pas aller voter, je veux pas me faire avoir. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas se faire avoir. Ça a été typiquement ma réaction en 2017. Maintenant, Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est que c'est passé par des discussions qu'on a pu avoir, et aussi peut-être parce que ce que les médias donnent à voir de nous crée de la distance de base entre les citoyens et les insoumis, enfin les insoumis sont des citoyens, mais je veux dire ceux qui sont déjà engagés dans ce mouvement-là. Et je crois que dans les discussions qu'on a pu avoir, et dont moi j'ai l'espoir qu'en 2022, y ait de nouveau ce genre de discussion au sens large, parce que les gens vont se dire, tiens, bah, cette fois-ci, on a quand même une chance de mettre un bulletin dans l'urne qui change quelque chose. Moi, j'ai bon espoir que, tu vois, ça soit le moment où il y a un peu d'ébullition, où on puisse discuter du fond, et où les gens se disent, bah, finalement, ce qu'ils proposent, c'est assez juste. Et c'est d'ailleurs nous, pour ça, qu'on fait maintenant ce travail d'audition, de consultation populaire, d'audition programmatique avec tout un tas de gens on veut essayer d'avoir des gens de vraiment partout, des associatifs, des retraités, des chômeurs, des gens qui nous racontent un peu bah voilà, leur vie et comment ça va et ce qu'on pourrait faire pour changer, pour qu'eux aussi on nourrisse le programme encore davantage et qu'il corresponde encore le plus possible aux besoins des gens et à ce qu'ils attendent, parce que c'est le seul moyen c'est ça. de donner confiance. C'est le début des assemblées. Si t'as pas confiance en une personne qui est candidate, au moins tu peux te dire, bah ok, bah, t'as un programme sous la main et voilà le pouvoir qu'il va te donner pour le faire appliquer. Mais moi, c'est ça qui m'a fait basculer, en fait. C'est pas le candidat, c'est pas le chef de file, c'est les multiples insoumis que j'ai vus en manif. Parce que là aujourd'hui c'est toi, mais j'en ai croisé mais énormément, que ce soit sur Châteauroux, que ce soit sur Paris, ou même dans le train. Dans le train qui montait à Paris, tout le monde était en gilet jaune. Tout le monde était en gilet jaune, mais en fait sous le gilet jaune il y avait de l'insoumis, quoi. Il n'y avait pas que ça, mais c'est avec eux que je me suis retrouvé le plus d'affinité. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait basculer, mais j'aurais jamais cru un jour, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que tu serais engagé dans un... Ah non. Ouais, mais c'est pas étonnant en soi que quand il y a quelque chose qui correspond et que tu as eu l'occasion de le voir, mais sous un autre jour que celui qui est présenté, que ça te donne envie de participer. Puis même, justement, c'est l'avantage de faire avec nous, c'est que la participation a un effet direct sur ce qui se passe, quoi. Tu construis le programme, c'est nous ce qu'on avait fait pour le coup, c'est un peu la démarche qu'on avait employée au municipal avec Châteauroux Citoyen, où tout le monde pouvait participer. Mais les gens sont pas encore... il y a cette confiance qu'il faut réhabiliter. On a fait le tour globalement des choses. Est-ce que toi tu voudrais rajouter des sujets qu'on n'a pas forcément abordés, qui pourraient être utiles pour justement cette mise à jour du programme? C'est des sujets qui te semblent importants de porter en 2022 avec la nouvelle version de l'Avenir en commun? Je sais pas si ça s'appellera comme ça ou pas, mais est-ce que tu vois des sujets à ajouter? Non, parce que je pense que la démarche qui est faite aujourd'hui est bonne. Il y avait déjà une bonne base. C'est vrai qu'on retrouve énormément de parallèles et de points communs avec les revendications des Gilets jaunes. Malgré, je pense qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent oui mais c'est de la récup. Non, c'était déjà écrit avant et on s'est retrouvé dedans. Et la démarche continue d'être bonne parce que justement y a ces interrogations auprès des différentes catégories socio-professionnelles. Enfin, c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer le schmilblick pour moi. Oui. Oh, pardon, non, vas-y, continue. Non, oui, c'est important de continuer à questionner les gens et
et à les faire participer, voilà, à leur redonner envie de participer. J'ai juste une dernière question qui m'est venue d'un coup et j'avais pas pensé à t'interroger sur ça. C'est peut-être pas directement corrélé au programme, mais ça fait partie des sujets qui peut-être vont être majeurs pendant la prochaine présidentielle, vu où on en est maintenant. C'est l'épidémie de coronavirus, de Covid-19. Et toi, pendant cette épidémie, tu as pas chômé, tu t'es retroussé les manches et tu as participé à la création d'une assos qui fabriquait des masques et qui les distribuait gratuitement. Euh, qu'est-ce que, comment tu as perçu la réaction du gouvernement face à cette épidémie, face à ce genre d'initiative locale, et comment tu as perçu aussi, est-ce que tu as été aidé par les pouvoirs locaux, par les pouvoirs publics d'une manière générale, est-ce que tu as eu de l'aide, du soutien ou pas? Et si tu n'en as pas eu ou trop peu, qu'est-ce qui aurait pu être fait qui aurait aidé, et qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, les insoumis, pour, là on parle du coronavirus, mais ça pourrait être d'autres initiatives, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce genre d'initiatives qui se prennent, que les gens font, voilà. Alors, au niveau local, on a eu un soutien incroyable, que ce soit au niveau juste des habitants, des citoyens, mais aussi des élus locaux. Alors, pas forcément dans Châteauroux, mais à l'extérieur de Châteauroux, puisque Adéol, voilà, la mairie d'Éole nous a prêté pendant plusieurs mois un local qui nous a servi de point relais, en fait, entre ceux qui nous donnaient du tissu, ceux qui nous donnaient du fil, ceux qui venaient chercher des masques à fabriquer, parce que on était quand même 60. 60 au plus fort, même un peu plus. Ouais. Incroyable. Quand tu comptes ceux qui coupaient les tissus, ceux qui préparaient les boîtes pour les dames à domicile, celles qui venaient coudre, et puis qui après il y a des gens qui distribuaient. Parce qu'au plus fort de l'épidémie, les gens, alors, au moment du déconfinement, les gens venaient chercher leurs masques au local, mais pendant le confinement, on allait porter les masques à domicile. Donc il y avait 2-3 personnes qui étaient dédiées à aller déposer dans les boîtes aux lettres les masques qui étaient commandés ou à mettre à la poste. Du coup, donc plus de 60 personnes. C'est impressionnant. Et vous faisiez le dépôt de ces masques avec une dérogation de la mairie, quelque chose comme ça? Oui, on avait sur notre dérogation, en fait, il y avait la dernière ligne qui... Alors, je ne sais plus comment c'était tourné, mais comme quoi on aidait les pouvoirs publics. D'accord, voilà. Et on avait... alors, on n'avait pas déclaré en préfecture, mais on avait le collectif et on avait l'aval de la mairie, donc on savait que ça irait. Que ça irait, enfin, on savait, je sais pas, mais en fait, on s'est jamais... Ça s'est pas passé, donc voilà. Donc on n'a pas eu, donc on a eu un vrai soutien local. Par contre, au niveau national, ça a été déplorable. On a fait que compenser l'incapacité de l'État à l'époque de fournir des masques. On a reçu des coups de fil. On n'a pas distribué qu'à Châteauroux. Hein. Les masques, sur toute la France. Moi, j'ai envoyé des colis à Marseille, j'ai envoyé des colis dans les Pyrénées, j'ai envoyé des colis à Lille, à Besançon, en Bretagne, à Nantes, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, partout. On a envoyé des colis partout. Au début, après on a arrêté parce qu'il y en avait tellement de demandes qu'on pouvait pas fournir tout le monde. Mais on avait des demandes partout et des gens qui étaient désespérés parce que même chez leur pharmacien avec une ordonnance, ils pouvaient pas. Voilà, donc on s'est vraiment substitué au devoir, pour moi, de protection de l'État. Et j'ai pas compris pendant cette période-là pourquoi les entreprises de confection n'ont pas été réquisitionnées réquisitionner pour fabriquer, quoi. Sans non plus qu'elles soient exploitées, bien sûr. Enfin, il aurait fallu... non, mais tu pouvais très bien réquisitionner donner un prix d'achat. Un prix d'achat, et puis c'était parti. Surtout que les ouvrières, elles demandaient que ça. Après, on pouvait très bien... mettre des ateliers qui tournaient au tiers ou à la moitié des effectifs pour pouvoir respecter les distances de sécurité, les protocoles sanitaires, etc. Et puis le reste, le faire distribuer à domicile. Parce que faut pas, c'est logique, la plupart des dames qui travaillent dans les ateliers de confection, elles ont aussi des machines
à coudre chez elle. D'ailleurs, parmi les bénévoles qui ont travaillé avec nous, c'était essentiellement des ouvrières de chez Balzan ou Riolan qui étaient confinées chez Qui elles. sont donc des entreprises textiles. Voilà, des entreprises textiles locales. Donc, il y avait un vrai... Enfin, il y aurait eu pour moi une vraie opportunité de l'État de faire quelque chose, mais non, même ça, même pas. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu des patrons de boîtes et en lien avec les travailleurs de la boîte. Et c'était aussi ce qui était intéressant. Dans cette période-là, dans certains cas, ça a aussi montré que on pouvait étendre la démocratie jusque dans l'entreprise parce que c'était dans des discussions entre le patron propriétaire de la boîte et les employés que se faisait ce genre de... Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on... Nous, sur Châteauroux, l'appel est né en fait d'un petit patron qui avait une sellerie. Ouais. Voilà, et il a dit, moi, mes machines, j'ai pas beaucoup de machines, j'ai 3 machines, mais voilà, si vous savez pas quoi faire, eh ben, venez demain, et voilà, on est parti ça, c'est 4. Parce que ça montre la disponibilité du peuple pour faire des choses qui sont utiles au collectif et qui n'est pas utilisée par les pouvoirs publics. C'est ça. Pas par tous les pouvoirs publics, par les pouvoirs public au niveau national, parce que tu l'as bien dit, nous, il y a eu un peu d'aide il y a eu de l'aide de la mairie. Mais même les élus locaux de Déol sont venus, ils nous coupaient du tissu, hein. Même monsieur le maire, il est venu avec ses carrés de tissu, les employés municipaux nous ont aidés aussi, hein. Ils étaient vraiment investis. C'est vrai que c'était pas le cas à Châteauroux, on a été un peu surpris de la manière dont le maire avait accueilli les trucs, mais c'est parce que je pense qu'il avait prévu son opération... non, je pense qu'il a juste trop... peut-être que le circuit administratif Castelroussin est un peu plus lourd que Déol, mais je pense qu'il était en passe de nous répondre favorablement, mais il a été devancé par Déol. Mais sinon, je pense qu'il était prêt à nous donner un local. Super. Pour une fois, je ne vais pas taper sur monsieur Averrousse. Non, mais c'est que moi, je l'ai compris après coup comme effectivement une réticence, parce qu'il avait dit des choses sur... Il y avait eu un peu des discussions entre vous d'ailleurs, directement entre toi et lui, sur la qualité des masques. Moi j'étais très réticente sur la qualité des premiers masques qui ont été sortis effectivement par une entreprise locale, parce que mon mari il travaille et il devait porter ce masque et c'était irrespirable, et ma crainte c'était que si des personnes fragiles venaient à porter ce masque, il aurait pu sincèrement y avoir des accidents. Donc après, ils ont sorti la forme est la même, mais c'est la matière qui était différente qui a été utilisée, et la matière différente qui a été distribuée à la population, pour moi, posait pas de problème. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas pu aboutir la discussion, ça a été stoppé, direct. Bon, c'est pas grave, y a pas eu Alors que là encore, c'était pour être utile en vrai. C'était pour être utile, mais bon, il y avait encore, c'était très récent après les élections municipales. Je pense qu'il y avait donc il y avait peut-être un peu de, c'est vrai. Bon. Mais ça partait pas d'un mauvais fond. C'est pas grave, il n'y a pas eu d'accident. Pour moi, c'était le principal. Ok, ben moi j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, donc je sais pas si tu en avais d'autres, je t'avais déjà demandé si tu voulais rajouter des sujets, il y en a peut-être un autre qui est venu dans cet échange. Non, ça va. Ok, et bah écoute, on a fait le tour, du coup je te remercie vraiment beaucoup, d'avoir participé, et d'avoir essuyé les plates, parce que tu es la première, donc c'est vrai. dans l'Indre, tu es la première, et ça m'a fait très plaisir de faire ça avec toi, que tu as accepté de le faire après ta semaine plus ton début de week-end de travail. Donc merci beaucoup Carole. Et de rien, c'est avec plaisir. À cette audition. Et au revoir aux gens qui donc ont regardé cette vidéo jusqu'ici.